Croyez-vous à la théorie du complot où on dit qu'il fallait bloquer Bemba? Aujourd'hui, c'est plus ou moins 5 ans, bloquer Bemba pour laisser le champ libre à Kabila pour terminer son mandat. Croyez-vous à cette théorie? Je dirais plutôt qu'il y a des éléments troublants. Comment pouvez-vous comprendre qu'à l'issue du procès, les éléments sont connus en audience publique, qu'il y a eu des contacts entre la présidence de la République démocratique du Congo et la présidence de la République centrafricaine concernant le dossier Bemba. Des conseillers de Joseph Kabila, à l'époque, ont été en contact avec des ministres centrafricains dans le cadre du dossier Bemba. Des billets d'avion ont été payés au profit du personnel centrafricain par la présidence de la République du Congo. Nous nous posons des questions. Quelle est votre lecture des événements pour changer le cap des événements du 19-20-21 janvier 2015? Votre lecture politique? La lecture politique est simple. Les Congolais ne veulent plus de Joseph Kabila à la tête de notre pays. Donc maintenant, nous allons aux élections sans la possibilité à l'ancien chef d'État de pouvoir se représenter. Et nous sommes tous conscients qu'au lendemain du 19 septembre 2016, Joseph Kabila ne sera plus le prochain président de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que l'opposition, nous, pour parler de l'opposition, nous sommes maintenant unis et nous devons le continuer pour que demain, nous soyons sûrs de battre le candidat de la majorité. Mais ça va se passer comment au cas où Tshisekedi est là, Bemba est là? Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes ici à Bruxelles, nous sommes au bureau de Jean-Jacques Mungani, qui est le secrétaire national chargé des fédérations extérieures du MLC de Jean-Pierre Bemba. Bonjour, monsieur Jean-Jacques Mungani. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde aussi. On vous demande de vous présenter vous-même. Comment allez-vous le faire? D'abord, merci. Je suis très heureux d'être l'invité de MPB TV, du pasteur Bobo, parce que c'est une grande opportunité qui est donnée à mon parti, le Mouvement de libération du Congo, de pouvoir édifier le peuple congolais quant à l'actualité, à la problématique de l'heure, à la situation du pays, à la situation de mon parti, le Mouvement de libération du Congo, ainsi que à la situation de Jean-Pierre Bemba. Donc, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, je m'appelle Jean-Jacques Mungani, je suis le secrétaire national chargé des fédérations extérieures et affaires étrangères du Mouvement de libération du Congo et un grand militant depuis des années, surtout ici dans la diaspora. Je suis à vous pour le reste des questions. Nous rappelons que vous êtes un médecin très célèbre en Belgique, surtout dans notre communauté. Vous travaillez en Belgique. Mais avant, vous étiez le représentant Benelux. Suspendu, après c'est la promotion. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, d'abord, comme vous avez dit, je suis médecin, effectivement. Depuis des longues années, je travaille pour le bien des gens, pour le bien des populations, tant belges qu'africains ou congolais. Je le fais avec passion. C'est avec la même passion également que j'ai un œil sur la politique de mon pays, sur le problème qui concerne notre peuple. J'ai représenté pendant 13 ans, donc depuis des longues années, le Mouvement de libération du Congo comme représentant du MLC au Benelux. Et il a plu au président de mon parti de me lever à la fonction de secrétaire national il y a quelques mois. C'est un grand honneur et je pense assumer ces fonctions avec autant de détermination que je l'ai faite pour mes précédentes responsabilités.
J'ai été suspendu, c'est vrai comme vous le dites, mais c'est dans le cadre de notre parti. À un moment donné, j'ai comme d'habitude des points de vue tranchés qui n'étaient pas forcément en accord avec les autres membres de mon parti, et j'ai subi une sanction, mais très vite, les mêmes cadres du parti, avec la demande de la base, ont compris qu'il fallait me rétablir à mes fonctions, ce qui a été fait 4 semaines après ma suspension. Je ne regrette pas, c'est plutôt un moment de sagesse, un moment où on se remet en cause, où on réfléchit, mais ça m'a donné encore plus de détermination pour parler de mon pays, pour parler du MLC et du président de mon parti avec la même ténacité. Vous êtes très proche de Jean-Pierre Bemba, on vous dit que vous êtes les yeux et les oreilles de Jean-Pierre Bemba. Tous les yeux des grands partis d'opposition sont braqués sur la haie, la Hollande, l'Europe. Tout le monde attend le dossier Jean-Pierre Bemba. Quelles sont les chances de Bemba de pouvoir retrouver sa liberté? Parce que tous les états-majors de partis au Congo, ça bouge. C'est vrai, Jean-Pierre Bemba a énormément de chances d'avoir une issue favorable à l'issue de son procès. Il est peut-être important que je puisse rappeler que Jean-Pierre Bemba est retenu à Scheveningen, donc dans les locaux de la Cour pénale internationale depuis maintenant 7 ans, dans le cadre de 2 affaires. Premièrement, il est arrêté en mai 2008 dans le cadre de l'affaire qui concerne les crimes de guerre et crimes contre l'humanité qu'auraient commis des militaires du MLC en République centrafricaine d'octobre 2002 à mars 2003. C'est dans le cadre de cette affaire qui a été instruite et reçue à la CPI qu'une enquête a été diligentée qui a emmené à un mandat d'arrêt dans l'arrestation, comme je viens de le dire, de Jean-Pierre Bemba, ici d'abord à Bruxelles, et puis son transfèrement à la CPI. On a suivi la défense qui a défendu valablement Jean-Pierre Bemba, qui se dit innocent de tous les faits qu'on lui reproche. Et en décembre 2013, alors que le procureur se sent essoufflé parce que dans sa volonté d'accuser Jean-Pierre Bemba, il n'a pas pu prouver au-delà de tout doute raisonnable que Jean-Pierre Bemba était à la commission des crimes qui lui sont reprochés, il avait pu instrumentaliser la Cour pénale internationale pour que des écoutes soient effectuées contre Jean-Pierre Bemba et contre son avocat, Maître Aimé Kilolo, et aussi M. Fidel Babala, proche collaborateur de Jean-Pierre Bemba, et un témoin dénommé M. Harid. À l'issue de ces écoutes, le procureur a allégué la thèse que Jean-Pierre Bemba et les 4 co-accusés auraient corrompu ou donné de l'argent à des témoins pour qu'ils puissent témoigner favorablement pour Jean-Pierre Bemba, ce qui a emmené à l'arrestation que vous avez suivie à Kinshasa pour Fidel Babala, ici à Zaventem pour Maître Aimé Kilolo, Jean-Pierre Bemba lui-même, et en France pour M. Narcisse Arido. Donc, finalement, Jean-Pierre Bemba se retrouve à La Haye dans le cadre de 2 affaires. La première affaire, le crime de guerre, crime contre l'humanité, depuis au moins 7 ans, et la deuxième affaire qui date de 2013 pour subordination de témoins. Donc, on accuse Jean-Pierre Bemba une deuxième fois d'avoir voulu corrompre des témoins pour que ces témoignages lui soient favorables. Mais vous avez aussi suivi qu'également, très rapidement, au bout d'un an, parce que Maître Aimé Kilolo, Fidel Babala, Narcisse Arido et Jean-Jacques Kabongo sont restés 11 mois dans les locaux de Scheveningen, et avant même que le procès ne commence, le juge de la Chambre préliminaire 2 a décidé d'accorder la mise en liberté provisoire aux 5 inculpés dans le cadre de cette deuxième affaire, qui, il faut bien le rappeler, même si cette affaire était arrivée au bout, la peine maximale ne peut jamais dépasser 5 ans. Mais la défense de Jean-Pierre Bemba et les défenses des autres co-accusés ont été assez explicites, ont démontré à la Cour que c'était en tout cas des fausses accusations du procureur. Nous attendons le procès qui va commencer dans les mois à venir, mais pour ça, Jean-Pierre Bemba est également libéré provisoirement dans le cadre de la seconde affaire, et nous attendons fort heureusement pour ce mois de mars ou au plus tard jusqu'au mois de juin le verdict dans le cadre de l'affaire principale qui, si il s'avère
aller dans le sens que nous entendons, Jean-Pierre Bemba sera libre et pourra recouvrer toute sa liberté et probablement rentrer au Congo. Est-ce que l'affaire des subordinations de témoins peut-elle peser sur le dossier principal? Non, on a cru que l'affaire de subordination de témoins allait peser sur l'affaire principale. Dès le départ, c'était la théorie ou la stratégie du procureur de lier les deux affaires. Mais fort heureusement, avec la défense de Jean-Pierre Bemba, qui est menée par maître Peter Hahn, les deux affaires ont été dissociées. Donc, les deux affaires évoluent séparément. Je vais peut-être revenir à un mot pour que les gens comprennent. Donc, le procureur voulait lier les deux affaires pour que, même en sachant si Jean-Pierre Bemba obtient un verdict favorable pour la première affaire, qu'il soit bloqué pour la deuxième. Mais malheureusement, les juges ont préféré séparer les deux affaires et dans les chefs d'accusation retenus pour la seconde affaire, il y avait d'abord subornation de témoins et falsification de faux documents. Et donc pour Jean-Pierre Bemba, la falsification de faux documents n'a pas été retenue. On ne le poursuit que dans la deuxième affaire pour un seul donc de subornation des témoins. Donc, si on avait retenu la falsification des témoins, ça aurait été, ça s'imputait directement dans le premier parce que les témoignages clés, donc 14 témoignages clés dans le cadre de la première affaire, allaient sauter. Donc, vous avez vu, les juges qui sont lucides, qui lisent le droit comme il faut, ont décidé d'accorder une mise en liberté provisoire à Jean-Pierre Bemba et à ses 4 co-accusés dans le cadre de la deuxième affaire. Et la première affaire suit son cours. Et dans cette première affaire, le bureau du procureur n'a jamais pu prouver que Jean-Pierre Bemba était à la commission de crime, que Jean-Pierre Bemba avait l'intention que ces militaires puissent commettre des crimes, ni avait pas pris des prédispositions. Parce que c'est important. Jean-Pierre Bemba, dans le cadre de la première affaire, est poursuivi parce qu'on lui reproche de n'avoir pas pu empêcher, de n'avoir pas su se renseigner. Or, Jean-Pierre Bemba, vous avez suivi lors du procès, les avocats l'ont démontré à suffisance, a écrit plusieurs courriers aux représentants de la FIDH en République centrafricaine, au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au moment des faits en République centrafricaine, et avait écrit également au Premier ministre de l'époque, Martin Zingele, pour lui poser la question finalement. Nous entendons des bruits qu'il y a des morts qui se sont perpétrés en République centrafricaine, donnez-moi des informations. Toutes ces lettres n'ont pas eu de réponse. Donc, les avocats ont prouvé suffisamment que Jean-Pierre Bemba a voulu éclairer la lanterne, tant des autorités centrafricaines et du mouvement de libération du Congo, quant à ce qui s'est passé sur place d'octobre 2002 à mars 2003. Nous sommes confiants. Jean-Pierre Bemba, normalement, aura une issue favorable à l'issue de son procès. Croyez-vous à la théorie du complot où on dit qu'il fallait bloquer Bemba? Aujourd'hui, c'est plus ou moins 5 ans, bloquer Bemba pour laisser le champ libre à Kabila pour terminer son mandat. Croyez-vous à cette théorie? Je dirais plutôt qu'il y a des éléments troublants. Comment pouvez-vous comprendre qu'à l'issue du procès, les éléments sont connus en audience publique, qu'il y a eu des contacts entre la présidence de la République démocratique du Congo et la présidence de la République centrafricaine concernant le dossier Bemba. Des conseillers de Joseph Kabila, à l'époque, ont été en contact avec des ministres centrafricains dans le cadre du dossier Bemba. Des billets d'avion ont été payés au profit du personnel centrafricain par la présidence de la République du Congo. Nous nous posons des questions. De deux, lors du procès, à chaque fois qu'il eût fallu que Jean-Pierre Bemba bénéficie d'une mise en liberté provisoire, il est important de rappeler qu'en août 2009, la Cour avait décidé d'accorder une mise en liberté provisoire à Jean-Pierre Bemba, mais malheureusement la décision a été inversée quelques mois plus tard parce que, faute de pays d'accueil, il était plus simple que la République démocratique du Congo, le pays natal de Jean-Pierre Bemba, écrive à la CPI pour dire que Jean-Pierre Bemba peut revenir dans son pays. Après multiples courriers de la défense de Jean-Pierre Bemba à l'époque, la République démocratique du Congo, via
le ministère de la Justice n'a jamais voulu répondre favorablement au retour de Jean-Pierre Bemba. Nous pensons que ça, c'est un obstacle politique. Lors de l'arrestation de l'honorable Fidèle Babala à Kinshasa, dans des conditions inadmissibles, connues de tous, quelques mois après, la CPI accorde une mise en liberté provisoire à l'honorable Babala, mais la CPI interroge au préalable le gouvernement congolais. Nous voyons à deux reprises une cacophonie. D'abord, le ministre de la Justice, c'était une dame à l'époque, qui répondait favorablement quant au retour de l'honorable Babala, et puis le procureur général de la République, qui est d'une instance inférieure au ministre de la Justice, s'exprime dans le même dossier en disant que le retour de Fidèle Babala était une obstruction à la paix sociale, à la paix de la population. Lors d'un second courrier, le gouvernement congolais répond encore par la négative. Vous avez vu qu'à la fin, le juge a décidé de libérer unilatéralement Fidèle Babala et la CPI l'a ramené à Kinshasa malgré le refus des autorités congolaises. C'est qui, à notre sens, montre bien le manque de volonté politique de ceux qui sont au pouvoir actuellement à Kinshasa. Donc, si c'était ça la réponse à votre question, je dirais il y a une main politique derrière le dossier de Jean-Pierre Bemba. Que pensez-vous à ceux qui pensent que Jean-Pierre Bemba avait trahi la nation congolaise en acceptant l'inacceptable? Non, non, je pense qu'il faudrait quand même un exercice d'histoire pour se rappeler que dans notre pays, après 32 ans de règne du maréchal Mobutu, nous avons eu l'avènement de la FDL, de Laurent Désiré Kabila, un régime qui très rapidement a répété les mêmes erreurs du mobutisme, en arrêtant les opposants, en reléguant des opposants dans leur village, et est venu avec l'imposition des forces étrangères dans notre pays. C'est en ce moment-là qu'il y a des dignes fils de ce pays, y compris Jean-Pierre Bemba, révolté par rapport à la nouvelle dictature qui, à partir de 1997, sévissait dans notre pays, en sont allés en exil et ont décidé à un moment donné, parce qu'il n'y avait plus d'autres solutions, les opposants classiques étaient arrêtés, embastillés et muselés, ils ont pris des armes pour pouvoir revendiquer finalement le droit à la liberté. C'est dans cet élan engrangé, entre autres par Jean-Pierre Bemba, que beaucoup de compatriotes sont rentrés. Aujourd'hui, beaucoup de politiciens de la Deuxième République qui avaient fui le Congo sont rentrés parce qu'on a pu mettre Laurent Désiré Kabila en échec, le pousser à négocier. Nous en avons été à Kampala, puis dans d'autres lieux de négociation, et ça s'est terminé à Sun City, permettant un espace démocratique dans notre pays qu'on a appelé 1+4. Jean-Pierre Bemba et le MLC avons contribué favorablement pour l'avènement de la démocratie dans notre pays, pour qu'on ait l'habitude d'aller aux élections. C'était pas commun. C'est en 2006 qu'on a eu les premières élections quasi nationales, malgré la grande tricherie que Joseph Kabila avait orchestrée. Vous vous souviendrez que Jean-Pierre Bemba a été attaqué à plusieurs reprises par les troupes de Joseph Kabila. Avant même le scrutin, il y a eu des échauffourées à Kinshasa. Et en mars 2007, il y a eu des échanges de tirs entre l'armée de Joseph Kabila et les gardes commis à la protection personnelle de Jean-Pierre Bemba et de sa famille. Et ça a créé, endeuillé la capitale. Vous vous souviendrez qu'il y a eu plusieurs morts à Kinshasa. C'était de la responsabilité d'un homme que de dire, face à cette volonté finalement de certains parrains politiques de Joseph Kabila, qui voulait imposer au peuple congolais, malgré sa volonté, une personnalité politique, Jean-Pierre Bemba a refusé que le sang du peuple congolais ne coule à nouveau. C'est pour ça qu'il a dit clairement qu'il se rangeait pour faire de l'opposition républicaine. Voilà l'engagement d'un fils du pays qui refuse que le sang coule. La preuve que le combat politique de Jean-Pierre Bemba est un combat noble, aujourd'hui, après autant d'années,
le mouvement de libération du Congo reste un des grands partis politiques dans notre pays. Je peux vous dire, à l'instar de l'UDPS du président Etienne Tshisekedi, avec beaucoup de trahison. À l'instar de l'UDPS du président Etienne Tshisekedi, le MLC est un des grands partis politiques capables de faire l'alternance. Et en plus, l'aura de Jean-Pierre Bemba n'est pas à discuter. Aller à Kinshasa, aller partout en République démocratique du Congo, je pense que c'est la personne qui est attendue du peuple congolais pour demain diriger, pour emmener le peuple vers une nouvelle direction. Si Bemba sortait aujourd'hui, est-ce qu'il peut encore faire rêver? Bemba est l'espoir d'une frange de la population congolaise. Le rêve, finalement, n'est pas sur la personne de Bemba. Le rêve est sur la prospérité du peuple congolais. Vous savez que pour diriger le Congo, il faut avoir l'amour du Congo. C'est ce que manque la plupart des acteurs politiques dans notre pays aujourd'hui. C'est ce que manque de manière criante Joseph Kabila. Je peux dire avec toute responsabilité que Joseph Kabila n'a pas l'amour du Congo. Et je peux aussi affirmer que Jean-Pierre Bemba, c'est finalement son rêve. Se faire du Congo un pays prospère. Et à ce titre, Jean-Pierre Bemba demeurera, comme d'autres leaders politiques, ceux qui emmèneront réellement le renouveau dans notre pays. Quelle est votre lecture des événements pour changer le cap des événements du 19-20-21 janvier 2015? Votre lecture politique. La lecture politique est simple. Les Congolais ne veulent plus de Joseph Kabila à la tête de notre pays. Les Congolais ne veulent plus qu'un individu se pérennise au pouvoir. Nous étions dans un schéma classique avec un règlement connu, qu'on appelle la Constitution. 2 mandats, et puis après, on ne sait plus se représenter. Vous avez vu toutes les manœuvres dilatoires de la majorité présidentielle. D'abord, ils ont essayé de changer la Constitution. Il y a eu des bruits dans ce sens. Ils ont fait des pétitions pour mobiliser la population quant à la nécessité du changement de Constitution. Des leaders de la majorité sont sortis, le pasteur Mougalo par exemple, pour dire qu'on ne peut pas continuer avec une même constitution écrite par des étrangers. Il faut une constitution écrite par le fils du pays. Et vous qui êtes homme de Dieu, le pasteur Mougalo a harangué en disant on ne peut pas continuer avec une constitution de laquelle on ne parle pas de Dieu. Et voilà, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Très vite l'opposition, la société civile et le peuple congolais n'était pas d'accord par rapport à cette volonté-là même, à l'idée même de changer la constitution. Après, parce que ce sont des gens qui ont une intelligence du mal, ils sont venus avec la loi électorale. Une loi truffée de stratagèmes pour pouvoir demeurer au pouvoir. On a parlé de l'article 8, alinéa 3, qui intelligemment liait l'organisation des élections à l'identification des populations. Ils ont, en ce moment-là, signé un décret qui existe depuis au moins 3 ans, le décret de la création de l'ONIP, l'organe national d'identification de la population. Mais les Congolais, les politiciens, la société civile éclairée, tous nous avons dit non. Pour identifier correctement la population, c'est qu'on veut dire autrement recenser la population, cela va nous prendre au moins 3 à 4 années. Alors que le délai constitutionnel qui met fin au mandat de Joseph Kabila est au 19 septembre 2016. Donc nous aurons un glissement du calendrier électoral et donc c'est une manière qui permettrait à Joseph Kabila de rester au pouvoir au-delà du délai constitutionnel. Voilà pourquoi l'opposition, en toute responsabilité, vous avez suivi, a fait appel au peuple congolais pour venir dire non. Pas pour créer le désordre, ni casser comme le pouvoir a essayé de reléguer pour montrer que les étudiants ont commis des fautes. Non, c'est plutôt venir nombreux au palais du peuple, qui est finalement le palais de tous les Congolais, dire non à cette manœuvre de changement de la loi électorale. Malheureusement, derrière les policiers, il y avait la main noire du pouvoir organisateur
des élections, la main noire du régime actuel, la police qui a tiré à balles réelles, occasionnant plus de 42 morts, telles que les organisations internationales l'ont relevé. Nous pensons que cette fois-ci, c'est plus possible de continuer avec un tel régime. D'ailleurs, après qu'ils ont tué les populations, ils sont revenus en arrière. Les sénateurs qui devaient faire la deuxième lecture de cette loi se sont rebiffés. Ils ont préféré aller dans le sens de la sagesse et l'article incriminé a finalement été enlevé de la loi électorale. Donc maintenant, nous allons aux élections sans la possibilité à l'ancien chef d'État de pouvoir se représenter. Et nous sommes tous conscients qu'au lendemain du 19 septembre 2016, Joseph Kabila ne sera plus le prochain président de la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres problèmes. Le calendrier électoral, j'espère qu'on va en parler. Oui. Et les textes sont clairs, Pasteur Bobo, Joseph Kabila, au 20 septembre 2016, passera le témoin à une autre personnalité politique qui va diriger notre pays. Ça ne sera plus lui. Selon la Bible qui dirige notre pays, qu'on appelle la Constitution, conformément à la loi spéciale qui est érigée dans la loi électorale, il ne pourra plus être chef d'État dans notre pays. Le calendrier Malou est-il réaliste? C'est faisable? Le calendrier Malou est un calendrier global. L'opposition, nous l'avons accueilli avec joie, mais pas consensuel. Parce que nous pensons qu'au regard de tout ce qui s'est passé, comme je viens d'expliquer, les morts, les sacrifices, les jeunes qui ont perdu leur vie parce qu'ils allaient protester contre cette loi électorale, il lui fallut, dans ce climat de mécontentement de la population, que la majorité puisse se concerter avec l'opposition et la société civile pour avoir un calendrier consensuel. Ils ont préféré faire un passage en force
Et